Bonjour à tous sur Medscape. Benjamin Davido, médecin infectiologue à Garches. Je suis ravi de pouvoir parler avec Guillaume Béraud aujourd'hui de ce qu'on a vu et qui nous a un petit peu marqué à l'ECMID où on était à Lisbonne cette année. Guillaume, je te laisse te présenter. Merci Benjamin. Donc, je m'appelle Guillaume Béraud, je suis infectiologue au CHU de Poitiers. Et comme certains le savent peut-être déjà, je fais de l'infectiologie, tout type d'infectiologie, infectiologie générale. Et parallèlement, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est modélisation mathématique et analyse médico-économique. Voilà. Et justement, j'ai vu que tu avais présenté avec ton équipe un travail sur le Covid, le confinement. Est-ce que tu peux justement un petit peu m'expliquer, au-delà de cette étude, qu'est-ce que sont pardon, les études de contact? Alors, en fait, c'est comme souvent, comme souvent en médecine ou en recherche ou en modélisation mathématique, le concept derrière est relativement simple. En fait, quand vous vous intéressez aux épidémies, à la manière dont, même sans parler d'épidémie, de la manière dont un pathogène passe d'un individu à l'autre, donc en fait, ce qui constitue, à proprement parler, une épidémie, idéalement, ce qu'on aimerait, c'est voir le pathogène sauter d'un individu à l'autre et pouvoir voir à quelle vitesse, dans quelles conditions il se transporte. Sauf que ça, c'est un petit peu difficile. En revanche, il y a un truc qui est relativement facile à faire, c'est d'essayer de voir comment les gens ont des contacts entre eux. Et si on arrive à comprendre comment les gens ont des contacts entre eux, pour peu qu'on ait un minimum de connaissance du pathogène, c'est relativement facile d'extrapoler à la manière dont le pathogène va diffuser dans une population. Et Donc ces pour ça, études de contact, je te coupe, ça peut se faire avec des capteurs ou c'est artificiellement, on va étudier des contacts? ça peut se faire de plein de manières différentes. Une manière effectivement assez élégante, c'est de mettre des capteurs ou même simplement d'activer le Bluetooth de son téléphone, de mettre un petit programme qui va repérer à quelle distance sont les autres téléphones. Alors, le problème, quand on fait ça, c'est que tout le monde ait un smartphone, que tout le monde ait son Bluetooth activé. Et ça réclame quand même un peu de boulot parce que, en fait, si le problème du Bluetooth, c'est qu'il passe à travers les murs. Donc, en gros, si vous êtes dans un couloir, vous pouvez vous retrouver à moins de 2 mètres Hmm. d'un gars qui se trouve de l'autre côté du mur. Ce qui, à proprement parler, n'est pas un contact, vous n'allez pas lui transmettre ces gens. Finalement, l'expérience montre qu'un truc qui marche pas mal, c'est de simplement demander aux gens de décrire leur contact et de leur filer alors soit un carnet papier, soit un carnet informatique, et de leur dire, chaque fois que vous croisez quelqu'un, bah, vous donnez quelques informations simples, son âge, son sexe, est-ce que c'est quelqu'un que vous voyez pour la première fois, ou est-ce que c'est quelqu'un que vous voyez tous les jours, est-ce que c'est un contact de moins de 5 minutes, ou est-ce que c'est un contact de plus de 4 heures, ce qui permet d'avoir une idée assez précise en gros, de montrer qu'on a essentiellement des contacts avec des gens de notre famille, avec des gens du même âge que nous. Généralement, on est en couple avec quelqu'un du même âge que nous, avec des gens qui ont 20 à 30 ans de différence d'âge, c'est-à-dire essentiellement nos enfants et nos parents. C'est avec eux qu'on a des contacts longs et qu'on a des contacts plus limités avec des gens d'âge différents en fonction de notre travail, etc. Donc ça, c'est des choses qui se font, qui sont assez communes. J'avais fait la première étude de contact en France. Et alors, l'intérêt principal, c'est que ça permet aussi d'avoir des données extrêmement précises pour modéliser une épidémie. Et jusqu'à 2015, il n'y avait pas ce genre de données pour la France, et donc on l'a faite pour cette étude. Donc c'est utile. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on a ces données, on modélise une épidémie, et ensuite on veut modéliser l'impact d'interventions non pharmaceutiques, typiquement la fermeture d'écoles, les confinements, des choses comme ça. Sauf que jusqu'à présent, on n'a pas de données en vie réelle sur comment se font les contacts en cas de fermeture d'école, de confinement, etc. Alors, on extrapolait, on arrivait à modéliser ça en disant, par exemple, une fermeture d'école, eh ben, c'est plus ou moins l'équivalent d'un week-end ou de vacances scolaires. Donc, on n'a qu'à regarder les contacts qui se passent spécifiquement pendant un week-end ou pendant les vacances scolaires, et on aura une petite idée de ce qui se passera pendant une fermeture d'école faite pour des raisons médicales, de santé. Sauf que ce n'est pas la vie réelle quand même. Et donc là, il se trouve qu'avec le confinement, on avait pour la première fois l'occasion unique de mesurer les contacts en période de confinement et donc ou en période de fermeture d'école pour raison de santé publique. Et donc, c'est une occasion unique et donc on l'a fait. Donc, essentiellement, on a mandaté un institut de sondage pour interroger 1 millier de personnes afin qu'ils décrivent précisément leurs contacts. Puis, dans la foulée, on leur a posé des questions sur est-ce que vous portez le masque, est-ce que vous lavez les mains, est-ce que vous sortez de chez vous malgré le confinement. Quand vous sortez, c'est pour aller faire des courses, faire du sport ou est-ce que vous êtes en télétravail, etc. Et donc, en fait, on a fait ça à chacun des 3 confinements. Et ce qui nous a donné des informations intéressantes, d'une part, pour voir quel était finalement le comportement des gens en période de confinement, et aussi d'avoir des données mesurables, quantifiables, pour pouvoir modéliser les épidémies.
transmission d'un pathogène, puisqu'on sait comment les gens vont avoir des contacts. Vous n'avez pas repris à chaque fois les mêmes personnes lors des différentes vagues? Alors, on a repris pas mal de personnes en commun, mais pas que. L'idée étant justement que c'est aussi intéressant de voir d'un confinement à l'autre comment réagissent les mêmes personnes. Et par exemple, un résultat relativement prévisible, mais nous, l'avantage, c'est qu'on l'a quantifié, c'est qu'on a bien vu que ces confinements étaient quand même de moins en moins stricts. Le premier confinement étant extrêmement strict, le troisième étant quand même un petit peu plus light. Et on voit, y compris notamment pendant les mêmes personnes, que les gens ont plus de contacts pendant le troisième, avaient plus de contacts pendant le troisième confinement que pendant le premier. Ça, c'est probablement dû d'abord à l'effet de répétition et puis aussi à la sévérité du confinement qui est moindre. D'une part, la sévérité du confinement était moindre. D'autre part, il y a sûrement aussi un effet de fatigue. Je pense que le premier confinement, tout le monde avait peur et tout le monde suivait pas mal. Le troisième, tout le monde en avait ras-le-bol et les gens faisaient un petit peu moins attention. D'accord. Voilà, donc ça donne des informations comme ça. Ça donne aussi une information assez rigolote sur est-ce que les gens passent leur confinement chez eux ou dans leur maison de campagne et qui le fait. Et de manière assez prévisible, mais là aussi l'intérêt c'était de le quantifier. On voit que les gens qui ne passent pas le confinement dans leur résidence principale, c'est essentiellement des gens qui habitent dans des très grandes villes, parce que c'est souvent des gens qui ont les moyens d'avoir une résidence secondaire, et donc qui, à l'annonce du confinement, filent passer leur confinement à la campagne. Donc ça, on a pu le mesurer aussi. On a pu mesurer aussi un autre résultat qui était aussi prévisible, mais là aussi c'est intéressant de le mesurer, c'est que on sait qu'en dehors du confinement, ça c'est quelque chose que j'avais montré déjà, la personne qui s'occupe le plus souvent des enfants, ce sont souvent les femmes. Je dirais, pas quelque chose de très surprenant, mais ce n'est pas forcément de la mettre dans la même proportion d'un pays à l'autre. La question qui se posait, c'est est-ce que pendant le confinement, la parité dans la gestion des enfants, Et notamment avec le télétravail. et ben en fait, non. Même pendant le confinement, ceux qui passaient le plus de temps avec les enfants, ça se fait souvent les mamans. Ce qui est un résultat pas totalement anodin en termes de transmission de pathogènes, puisqu'on sait que c'est souvent les enfants qui transmettent, même s'ils sont eux-mêmes pas très malades, c'est souvent les enfants qui transmettent les pathogènes, donc c'est pas inintéressant de le savoir et de le mesurer. En fait, ce qui est amusant, c'est que tu es en train d'expliquer que dans le Covid, ça a écrit l'histoire de beaucoup de choses, comme tu disais, qu'on savait intuitivement et qui, en fait, s'apparentent à du bon sens et sont confirmées. Et donc, les mesures simples sont souvent efficaces. En fait, c'est souvent ça en modélisation mathématique. On quantifie et on mesure des choses qui, finalement, sont du bon sens et des choses qu'on sait implicitement. Et de manière assez rigolote, j'ai retrouvé des descriptions de pandémies, genre la grippe espagnole, des choses comme ça, où on décrivait déjà que les grands bourgeois parisiens allaient passer la pandémie dans leur résidence de campagne. Et alors, évidemment, à l'époque, c'était un moyen de critiquer justement ces grands bourgeois parisiens et c'était très politisé, etc. Mais en fait, on retrouve des choses comme ça. L'intérêt ici, c'est aussi surtout de le mesurer. Quand après, on veut mesurer la manière dont les pathogènes vont diffuser dans la population. Très bien. Et du coup, Guillaume, je me demandais, est-ce que tu avais vu d'autres choses, que ce soit sur le Covid ou d'autres thématiques qui t'avaient un petit peu attiré lors du congrès? Alors, il y a plein de choses intéressantes. Il y a deux choses qui m'ont marqué pour des raisons totalement différentes. Une première étude qui m'a marqué, c'est un truc que j'ai vu mardi matin c'était notamment sur les giardiases. Et ils ont invité un Suisse qui en fait a fait non seulement une revue de tout ce qui se trouvait comme traitement des giardiases, alors je précise plus précisément, des giardiases qu'on n'arrive pas à traiter avec métronidazole ou albendazole. Donc giardiases récidivantes, résistantes au traitement, et donc qui a fait une revue de la littérature, et ensuite surtout qu'il a testé. En fait, après la revue de la littérature, il avait remarqué qu'en fait, il y a la molécule qui semblait la meilleure, c'était la quinacrine. Et ce qui était intéressant, c'est que la quinacrine, en fait, quand on refait l'histoire de la quinacrine, c'était initialement le premier médicament utilisé contre la giardiase, et c'était aussi le premier médicament développé contre le paludisme. C'était le premier antipaludien développé. Les militaires français, il y a plus d'un siècle, prenaient de la quinacrine, qui, en fait, avec l'apparition de la chloroquine, était un peu tombé dans l'oubli, parce que ça avait quelques effets secondaires, notamment des effets secondaires neuropsychologiques. Donc, ce médicament est tombé dans l'oubli, et finalement, qui à l'époque était bon marché, mais comme personne n'utilise maintenant, n'est plus bon marché du tout, et surtout difficile à trouver. Mais dans quelques petites études sur des petites séries, c'est ce qui semblait être le plus efficace sur les giardiases récidivantes. Et un autre traitement alternatif, c'était l'association albendazole-quinacrine, y compris chez des giardiases résistants à l'albendazole.
Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une étude où ils ont pris deux groupes, un groupe traité par quinacrine et un groupe traité, alors non pas albendazole quinacrine, parce que je disais que ce n'est pas le plus intéressant, mais albendazole chloroquine. En disant, voilà, il y a des études concrètes pour marcher. Alors, premier résultat, c'est que albendazole chloroquine, ça ne marche pas du tout, très clairement. Par contre, quinacrine, ça marche vachement bien. Et se pose la question des. Donc, ils avaient une centaine de patients. Se pose la question des effets secondaires neuropsychologiques. Alors, première chose, c'est que clairement, c'est sur une. Donc, en fait, c'est un traitement de 5 jours. Donc, sur 5 jours, c'est relativement gérable. C'est un effet cumulatif. Donc, en fait, c'est vraiment sur des grosses doses qu'on peut avoir ce problème, mais souvent, là, rarement. Et en fait, quand on prévient les gens avant pour dire attention, vous pouvez avoir des effets secondaires, assez sûrement un type d'irritabilité, de troubles du sommeil, de cauchemars. En fait, une fois que les gens étaient prévenus, finalement, les gens le vivaient bien. Les gens disaient éventuellement, soit ils n'avaient pas eu d'effets secondaires, soit ah, c'est vrai que je n'ai pas très bien dormi, j'ai eu des effets secondaires, mais vous me l'avez dit, docteur, donc ça n'a pas posé de problème. Et sur tous les gens qui ont été traités, il y a un patient qui n'a pas fait ces 5 jours de traitement. Tous les autres l'ont fait. Et à partir du moment où vous étiez prévenus, ça ne posait pas de souci. Et un autre résultat, c'était pas un résultat d'étude, c'était une discussion qui est dans la salle. Et il y avait des gens apparemment très experts sur Angers-Diaz, ce qui n'est pas mon cas. Hein. Est-ce qu'en gros, il faut continuer, il faut retraiter si jamais on a une PCR positive, etc. Donc, en fait, il y a un expert de la salle qui s'est levé qui a dit nous, on a fait l'étude, au bout d'une semaine, la PCR elle est négative. Donc, si une PCR positive au bout d'une semaine, ce n'est pas normal. Néanmoins, avoir une PCR positive et des gens asymptomatiques, il n'y a sans doute pas d'indication à traiter. Et dis-moi, ouais, c'est bien, c'est du bon sens, mais tu as une idée, toi, du pourcentage de GERDAD résistantes? Parce que moi, je n'ai pas notion que c'était particulièrement résistant. Non, alors c'est pas très fréquent, mais il y en a. Moi, ça m'est arrivé de temps en temps. Alors, ça m'arrive pas souvent, mais le problème, c'est quand il arrive, on a un gars qui revient tous les mois en disant mais Ouais. j'ai toujours des diarrhées cataclysmiques et à chaque fois, on se gratte la tête, on se dit non, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Et effectivement, c'est pas très fréquent, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait des gens qui Ouais. s'intéressent à des choses qu'on voit pas très fréquemment, mais le problème, c'est que quand on les voit, on ne sait pas quoi faire. Enfin, Mais finalement, c'est peut-être ça la vertu aussi du Covid, j'ai l'impression, c'est que ça a mis en exergue le repositionnement des molécules. Tu parlais de la chloroquine, tu parlais de certaines molécules, et finalement, c'est ça qui est amusant. Alors, pour embrayer, ben moi, j'ai vu aussi des trucs, comme tu es dans le digestif, ça fait penser qui m'ont amusé. Je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a eu un travail qui a été fait par les collègues de Copenhague qui ont montré en évidence du Clostridium difficile chez les cochons et qui apportait le même germe de résistance que chez des patients hospitalisés au sein d'une cohorte et qui soulève en réalité la question de cette maladie qui est relativement récente, puisque la première description documentée clinique du Clostridium, comme tu sais, c'est dans les années 70 sur des cas de colite aux États-Unis, parce que c'est un germe, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément infectiologues, qui est difficile à mettre en culture. Que c'est probablement une zoonose. Et autant on savait, et j'ai relu un petit peu dans la littérature, il y a des papiers qui datent dans les années 2010, justement, qui étudient ces cas de séquençage de Clostridium chez les animaux, qu'on pouvait avoir des portages. Mais ce qui est intéressant et ce qui est assez original et inédit, et ce qui m'a fait penser d'ailleurs au Covid, et je pense que c'est probablement là-dessus qu'ils ont raisonné, c'est cette idée finalement qu'on a maintenant avec la PCR de tout séquencer, de tout vouloir relier, et de phylogénie et de zoonose que je trouvais assez intéressante, sans forcément faire le lien de dire est-ce qu'on se contamine par la nourriture, évidemment en mangeant du cochon contaminé et qu'on peut ensuite être porteur, mais qui soulève la question, la boucle est bouclée, ça m'a fait penser à ça quand tu parlais des anti-infectieux. Comme on le sait, il y a 90% de la consommation antibiotique, c'est le bétail. De cette sélection de germes résistants, y compris dans le monde animal. Aujourd'hui, on le sait, à l'image de nos élections en France, on parle beaucoup d'écologie et de ce cercle particulier. Je trouvais ça assez amusant qu'en fin de compte, et je crois qu'on ne le dit pas assez souvent, le Covid nous amène à une certaine curiosité et je trouvais que ça allait dans ce sens-là. Et donc, ils vont ensuite avancer pour essayer de voir dans quel sens se fait ces contaminations. Et je trouvais que c'était assez intéressant, d'autant qu'on sait que la première cause aujourd'hui de diarrhée infectieuse acquise à l'hôpital aux États-Unis est le Clostridium. L'autre chose. Des perspectives, ça remet en perspective pas mal de choses. Ouais, je trouve que c'est assez curieux et assez malin. L'autre chose, évidemment, on en a beaucoup parlé, mais je pense que c'est l'occasion d'en reparler rapidement. C'est les collègues d'Angleterre, notamment le Dr Chang, qui ont refait le point sur ces cas d'hépatite mystérieuse infantile.
Et donc, si ma mémoire est bonne, au 25 avril, le chiffre retenu, c'était 169 cas sur 11 pays, dont tout de même 17 greffés, ce qui est énorme, parce que ça représente 10%, avec des cas essentiellement concentrés au Royaume-Uni pour des raisons, à ma connaissance, qu'on ne connaît pas bien. Ce qui est certain et ce qui ressortait de cette communication, d'abord, c'est que c'est encore une fois, j'ai envie de dire, un petit peu comme le Covid, c'est-à-dire que l'hypothèse principale, c'est que c'est viral. C'est probablement dû à un adénovirus dans une souche de type F41 qui a un tropisme, entre guillemets, inhabituel pour les hépatites. Pour ceux qui nous écoutent, l'adénovirus, c'est un virus assez classique qui donne des infections de la sphère ORL chez les enfants, y compris des gastroentérites, mais peu d'hépatites en réalité. Et donc, inhabituel. L'hypothèse principale de nos collègues, c'est que, c'est pareil, on voit que la partie visible de l'iceberg, qu'en fait, il y a probablement beaucoup de formes post-symptomatiques ou extrêmement bénignes. Et la question derrière qui était intéressante, c'était de lier ça au Covid. Tu as dû entendre parler comme moi. La première chose, les jours derniers, il y avait un questionnement sur le lien avec la vaccination qui a été complètement écarté, puisque justement, dans tous les cas au Royaume-Uni, chez des enfants de moins de 10 ans, aucun de ces enfants avait été vacciné. Donc le problème est réglé et que c'était une des questions qui avait été soulevée. Ce qu'on ne peut pas écarter en revanche, c'est qu'il y a un lien entre cet adénovirus particulier et la circulation et ou des co-infections avec Omicron, puisqu'il y a eu des cas décrits. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu veux interagir. Et la vraie question, c'était est-ce qu'en fait, finalement, tout ça n'est pas le corollaire du relâchement justement de ces mesures barrières, on parlait de la transmission, avec peut-être une partie qui est liée à ce qui avait été à un moment donné évoqué pour la grippe, d'un manque d'exposition l'année passée dû aux mesures de confinement, ce qui rejoint un peu ton travail, et que je trouvais, en tout cas de mon point de vue, que ce qui était spectaculaire, parce qu'on ne l'a pas assez dit, c'est qu'on est capable, à 2 ans d'une pandémie, d'avoir un système de réaction extrêmement rapide face à une alerte infectieuse, quelle qu'en soit l'ampleur. Et je trouve que c'est remarquable qu'on soit toujours dans cette rapidité et que ce qu'on a appris du Covid soit mis en outil pour essayer de mieux comprendre une autre maladie qu'on connaissait, mais peut-être pas assez. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, je n'ai pas de preuve, hein. La meilleure hypothèse, c'est sans doute la troisième, c'est-à-dire qu'il y ait un lien lié à la circulation de Covid. Pourquoi pas? La virologie est encore un truc assez mystérieux pour beaucoup de gens. Néanmoins, je pense effectivement le plus simple, c'est que beaucoup plus simplement, c'est un nouveau virus qui émerge et on le tolérait jusqu'à présent parce qu'on l'échangeait régulièrement. Et puis, comme suite à ces confinements, il a beaucoup moins circulé, il réapparaît de manière un petit peu plus brutale. Et comme ça arrive souvent, comme c'est souvent le cas. Et un peu pour faire le parallèle avec ce que tu dis, j'ai vu mardi la présentation, la keynote lecture de Malik, je ne sais plus comment, le gars de Hong Kong qui est la référence mondiale des coronavirus, qui on a posé la question naturellement. Et alors, les prochains coronavirus, c'est pour quand? Et voilà, genre, le mec a dit, ben, bientôt les gars. Donc en fait, il a refait le parallèle parce que c'est lui qui avait identifié les premiers coronavirus. Et donc, il a posé tout un tas de questions, genre, mais finalement, des coronavirus, c'est bizarre, on en voit assez peu en Afrique. Enfin, il y en a en Afrique par la circulation de celui qu'on connaît, mais des coronavirus, il y en a dans les chameaux, des choses comme ça. Et en fait, son hypothèse, c'est qu'ils circulaient avant, c'est juste qu'on ne les voyait pas, parce qu'on n'était pas capable de les détecter. Je suis persuadé de ça. Et je pense que c'est pareil pour cette histoire d'hépatite. Et en fait, ils sont allés voir les chameliers qui vivaient, je dirais, très très proches des chameaux. Et en fait, en remettant leur technique au point, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne testaient pas les bons anticorps. Et simplement, ça circulait avant. Et donc, en gros, il y a tout un tas de choses qui sont sous le niveau de détection qu'on ne voit pas. Et puis, de temps en temps, ça Je émerge. tiens à préciser pour ceux qui nous écoutent que le MERS-CoV était transmis justement par justement ces chameaux et ces animaux dans le Mais Moyen-Orient. donc, en fait, au moment l'histoire n'est pas finie, on aura encore besoin de virologues et d'infectiologues. Et pour ensuite rebondir aussi sur un truc que tu as fait remarquer sur l'intérêt du Covid, c'est que ça met en perspective des vieux médicaments, des choses qu'on avait un peu oubliées, etc. Ça revient, j'ai fait une communication orale mardi avec Carolina Garcia Vidal sur l'utilisation, enfin les avantages de l'intelligence artificielle en temps de Covid.
Alors moi, je me suis pas mal accentué sur intéressé à l'intérêt de l'intelligence artificielle dans la découverte des vaccins, comment on s'en sert pour mettre au point des vaccins ou des traitements plus rapidement. Et un exemple connu maintenant, c'est Moderna, qui en fait a été développé grâce à des techniques d'intelligence artificielle. En fait, le principe est simple, hein, c'est qu'une fois qu'on a compris quelles sont les molécules cibles, on demande à un algorithme de tester tous les composés qui existent in silico, donc dans l'ordinateur, pour voir lesquels pourraient matcher avec les protéines qui nous intéressent. Et une fois qu'on a screené 6000 composés différents, qu'il y en a 10 qui sortent comme pouvant être intéressants, à ce moment-là, on les sort de la boîte, on les teste pour de vrai. Mais comme ça, on a une vitesse de développement qui est accélérée, ce qui permet de comprendre comment on a eu des vaccins aussi rapidement disponibles. Et ce qu'a fait Carnegie Garcia Vidal, c'est qu'ils utilisaient déjà en fait des algorithmes de machine learning. Donc, je rappelle que machine learning, c'est le terme approprié pour parler d'intelligence artificielle. Hein, on parle d'intelligence artificielle, mais qui n'a rien d'intelligence, c'est con comme un balai, un ordinateur. Mais machine learning, en fait, on demande simplement à l'ordinateur de trouver les associations sans a priori, sans que ce soit l'humain qui lui dise quelles sont les règles à trouver. Et donc, en fait, ils avaient déjà des systèmes en place et arrive le Covid et ils se retrouvent. Alors, l'hôpital clinique à Barcelone, c'est un truc gigantesque. J'ai été étudiant quand j'étais Erasmus, c'est un truc vraiment gigantesque. Et ils se sont retrouvés avec l'hôpital clinique rempli de patients atteints de Covid, c'est-à-dire à peu près 2000 patients atteints de Covid. Et ils sont 10 infectiologues. Donc, je me suis dit, on ne va pas pouvoir tous les voir, c'est juste pas possible. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que grâce à leur algorithme, et comme ils ont tous les fichiers patients sont informatisés, ils ont demandé à l'algorithme d'identifier les patients qui potentiellement étaient à risque de sévérité ou de forme sévère. Typiquement, les gens, quand on l'oxygène montait, mais ça, c'est pas trop compliqué à voir, mais des gens chez qui il y avait un profil inflammatoire qui commençait à émerger, une inflammation biologique qui commençait à émerger, c'est potentiellement quelqu'un qui risquait de faire une forme sévère. Et donc, il était temps d'appeler l'infectiologue pour que, essentiellement, il aille prescrire la dexaméthasone ou ce que vous voulez, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est que, et non seulement nous avons fait ça, et en plus, en fait, ils ont demandé à l'algorithme de machine learning d'identifier les groupes de patients homogènes. Et l'algorithme a identifié 7 groupes de patients homogènes, avec des caractéristiques. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au sein de ces 7 groupes, c'est sûrement un très bon moyen, et ils l'ont fait notamment pour le remdesivir, mais leur papier n'est pas encore sorti, d'identifier quels seront les patients chez qui le remdesivir pourrait être utile. Et en fait, j'ai presque envie de pousser le raisonnement de manière un peu provocatrice. Si ça se trouve, hydroxychloroquine, il y a peut-être un petit nombre de patients, un petit sous-groupe de patients chez qui ça pourrait être utile. J'en sais rien. Mais le problème, c'est que on sait qu'en France notamment, c'est devenu tellement polarisé comme discussion que de toute façon, personne ne fera jamais d'études personne ne fera d'études sérieuses sur l'hydroxychloroquine, en tout cas certainement pas moi, parce qu'on sait qu'on va s'exposer à se faire démunir. Mais en fait, si ça se trouve, peut-être que si on avait un discours un peu plus serein sur la manière de tester les médicaments, peut-être qu'il y a un petit sous-groupe de patients, qui ne sont pas énormes, qui ne sont pas miraculeux, mais pour lesquels il pourrait y avoir un petit bénéfice. Et je trouve que c'est intéressant d'utiliser cet algorithme pour identifier les patients sans a priori, qui nous dirait chez tel groupe de patients, telle molécule pourrait être intéressante. Et chez tel groupe de patients, laissez tomber, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est vrai que dans ce que tu dis, finalement, la plupart de toutes les molécules, on ne parlera pas de la chloroquine, mais à des moments donnés, elles ont été contestées dans leur efficacité et parfois on s'est rendu compte que c'était le moment donné où elles étaient mises ou l'association chez des patients particuliers qui changeait la donne et ça a été le cas récemment avec l'étude sur le tocilizumab et la dexaméthasone. Bien sûr, mais même le remdesivir, c'est le cas. Enfin, on dit en France, c'est un peu particulier parce que je crois qu'il y a 7 millions de traitements qui ont été livrés dans le monde, 200 en France. Donc, chez nous, c'est cuit. Mais en fait, quand on regarde notamment les dernières études, on a l'impression que si on le met suffisamment tôt, ce qui est le principe des antiviraux. Ce qui est le principe des antiviraux, ça peut être intéressant. Après, c'est sûrement pas miraculeux, mais de toute façon, il n'y a rien de miraculeux. Hein. Pas se faire d'illusions. Donc voilà, donc je me disais, finalement, il serait peut-être intéressant de commencer à raisonner différemment. Parce que le médicament, c'est la loi du tout ou rien souvent. Et c'est d'ailleurs ce qui aussi fait que certains ont accusé le vaccin d'être inefficace, à tort. En fait, je pense que ça remonte à l'histoire de la médecine, c'est-à-dire qu'on est un peu trop attaché à des médicaments qui marchent à 80-90%. Et je pense qu'il faut qu'on sorte du paradigme de la pénicilline et des antibiotiques. Et de la cystite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la pénicilline, effectivement, quand c'est sorti,
c'était on-off, ça guérissait quasiment tout le monde. Et voilà. Les antiprotéases, quand c'est arrivé, on avait des patients VIH qui ont arrêté de mourir et qui se sont mis à vivre. Ok, ça c'est super, c'est magnifique, etc. Mais il faut arrêter de rêver. Je pense que la plupart des médicaments anti-infectieux, c'est plus ça. Ça, c'est fini. Les prochains anti-infectieux qu'on développera, c'est on va gagner un petit quelque chose. Et c'est C'est très le bien. tailor cut medicine, le fameux concept. Exactement. Donc, si on veut une médecine personnalisée, c'est sans doute comme il faut commencer à réfléchir un peu différemment, à pas attendre l'équivalent d'une pénicilline qui va avoir 80% d'efficacité, mais plutôt identifier les groupes de patients chez qui tel médicament pourra avoir un effet ou chez qui ça n'aura aucun intérêt. Et je pense qu'il y a des leçons à tirer de ça. Ben, écoute, je termine juste sur ce petit point parce que notre discussion est très riche, mais ça me permet de rebondir sur le fait que j'ai vu nos collègues qui avaient présenté un truc très intéressant sur l'intérêt du pH urinaire chez les patients greffés rénaux qui ont une bactérie asymptomatique et qui, en fonction du caractère acide ou non, étaient capables de prédire si, lors d'un épisode d'infection ultérieur, indépendamment de l'utilisation d'antibiotiques, fosfomycine ou ciprofloxacine, ils étaient plus à risque de faire un épisode infectieux récidivant sévère, et donc qui montre en réalité, au-delà de la simplicité et la questionnement de l'acidité, de l'alcalinisation des urines, qu'en fait, il y a plein de petites choses simples auxquelles on peut penser qui sont parfois au-delà des anti-infectieux. Et je trouvais que c'était un petit peu ça la thématique ambiante de cette ECMID, et c'est ça que je voulais qu'on partage aujourd'hui avec tous les auditeurs. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Guillaume. C'était très enrichissant et très clair. Et je vous dis à bientôt pour un autre numéro de Medscape. Avec grand plaisir. Ciao les amis. Au revoir.